Aujourd'hui, nous allons recevoir Yann Lecointre, qui va nous parler, DG du groupe Innoval. Bonjour Yann. Bonjour. Qui va nous parler de subsidiarité. Comment on lâche le contrôle sans perdre la maîtrise. Donc vraiment, sujet d'actualité. Donc comment il a réalisé au niveau de son entreprise. Donc voilà, avant de commencer cette matinale, je voudrais vraiment, comme je le fais habituellement, je voudrais vraiment remercier nos partenaires qui sont des partenaires gratuits et qui font rayonner nos matinales, qui sont Lyon Décideur, l'association FIPLUS, l'association Femmes Ingénieurs et puis la BP Aura. Grâce à eux, effectivement, on a un bon rayonnement de ces matinales et ça permet justement de pouvoir inspirer d'autres dirigeants comme vous faites partie aujourd'hui autour de cette table. Comme je le fais chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je me présente rapidement. Donc, je suis Muriel Montagnier et notre métier, nous sommes ostéopathes des organisations. Alors, ça veut dire quoi, ostéopathe des organisations? Depuis 15 ans, on considère qu'une organisation, c'est comme un être humain. Ça veut dire qu'il y a une tête avec la vision, la boussole. Il y a le cœur, c'est les valeurs. Il y a les informations qui circulent, hein, c'est le système d'information, les signaux faibles, les feedbacks qu'on fait, c'est le sang. Il y a les membres qui sont les équipes avec tous les collaborateurs. Et puis, il y a une colonne vertébrale dans laquelle il y a 4 éléments qui sont structurants dans cette colonne, qui sont la stratégie, il faut qu'elle puisse permettre de décliner la vision, qui sont l'organisation, la structure et la culture. Et ce qui se passe, c'est quand ces 4 éléments, par expérience, quand il n'y a pas de point de tension et quand ils sont alignés, l'exécution de la stratégie se fait de manière très fluide. Par expérience, quand il y a effectivement, comme dans votre colonne vertébrale, un de ces points qui est dysfonctionnement ou qui est de tension, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La stratégie, elle ralentit, voire elle s'arrête. Notamment, par exemple, quand vous avez, pour ceux qui ont vécu ça, le matin, quand vous vous levez, que la L4, L5, c'est ce que vous dit l'ostéo, elle est coincée, vous ne pouvez même plus avancer parce que le bassin ne suit plus. Ça, c'est la culture, par exemple. Quand le terreau culturel n'est pas favorable et quand les gens ne sont pas engagés, bien la nouvelle stratégie ne peut pas se mettre en œuvre. Donc voilà, et notre métier, c'est d'identifier où ça coince, de voir ces signes invisibles, parce que c'est toujours pas ça. Vous savez, quand vous allez chez l'ostéo, vous lui dites, je comprends pas, j'ai mal au genou. Il va pas se concentrer sur le genou, il va regarder tout, la colonne vertébrale, il va regarder tout, et il va réaligner les choses pour qu'effectivement votre genou puisse remarcher normalement. Ça, c'est notre métier, et c'est le métier qu'on exerce depuis 15 ans. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'on a 3 pôles pour l'exercer. Un pôle conseil, avec des consultants qui sont en capacité d'aller justement identifier ces points de friction. Un pôle formation pour travailler sur les compétences et la mise en œuvre et fluidifier l'exécution de la stratégie. Puis un pôle coaching, où dans ce pôle coaching, on coach des comités de direction, on coach des dirigeants pour pouvoir justement, et on coach la conduite de changement pour permettre justement de pouvoir réaligner l'aspect humain dans cette conduite de changement et dans l'exécution de la stratégie. Donc voilà ce qui concerne HMR Consulting. Maintenant, la fabrique des leaders éclairés, qu'est-ce que c'est? C'est notre laboratoire d'innovation managériale dédié au leadership et au top manager. Et en fait, dans cette fabrique, il y a 3 espaces. Un espace d'inspiration, qui sont les matinales, dans lequel vous allez participer aujourd'hui, dans lequel j'en reçois Yann. Et chaque mois, j'interviewe un dirigeant qui vient expliquer comment il a réinventer son leadership, qui nous fait part de ses expériences en fait. On en est au 45e invité, donc le premier c'était le patron de chez Michelin. Vous pouvez les revoir, réécouter et revoir sur notre site La Fabrique des leaders éclairés. Et puis le prochain invité, ce sera Jean-Christophe Sibilo, qui est l'ex-CEO de Saint-Hubert, qui viendra nous expliquer comment justement on transforme son entreprise dans la complexité, qui est vraiment un sujet d'actualité. Deuxième espace, c'est un espace d'expérimentation entre pairs qui s'appelle le Cercle des leaders éclairés. Et là, chaque mois, je réunis des dirigeants qui viennent échanger des bonnes pratiques entre eux autour de sujets très opérationnels, en format CODEV, c'est-à-dire résolution de problèmes. Il y a un pair qui met le caillou dans sa chaussure et les autres, ils aident à la résoudre. C'est extrêmement puissant, extrêmement apprenant. Et donc, voilà. Et donc, des dirigeants d'entreprises différentes, de taille à peu près supérieure à 250 salariés. Donc, si vous en faites partie, que vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter sur contact@lafabrique-des-leaders-éclairés, parce qu'on a des rencontres tous les mois et qu'il n'y a que 10 places. Puisqu'effectivement, c'est le principe, c'est d'être en petits groupes de manière confidentielle. On signe une charte de confidentialité, mais ça permet de libérer les échanges. Et puis, on a des ateliers d'experts. Pour ceux qui adhèrent au programme sur l'année, en fait, eh bien, ils ont la possibilité de participer
toujours en petit comité, à des ateliers d'experts. Le prochain, c'est le 4 juin prochain, avec Rémi Bourgeot, qui nous parlera des impacts de la géopolitique sur nos entreprises. Donc voilà, donc les participants ont la possibilité justement là d'avoir un expert, puisque c'est un expert de l'IRIS, et c'est un PhD de l'IRIS qui vient expliquer comment c'est quoi les impacts géopolitiques qu'on est en train de vivre sur chacune des entreprises. Dernier espace, l'espace de transformation des pratiques de leadership. Et là, on co-construit avec nos clients des parcours de leadership qui permettent d'outiller les top managers et les managers sur les 7 étapes pour passer de la stratégie à l'exécution, et puis qui permettent d'avoir les bons comportements qui sont associés. Donc voilà, avec des parcours premium sur lesquels on travaille sur les différentes intelligences cognitives et vraiment comment on facilite et on fait en sorte que les leaders soient en capacité d'embarquer leurs collaborateurs dans les plans d'exécution de sa stratégie. Voilà, et on propose aussi des séminaires. Voilà ce qui concerne l'actualité de la Fabrique des leaders éclairés, les espaces dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Maintenant, je vais passer la parole à Yann Lecointre. Yann va nous expliquer d'abord qui vous êtes, Yann, c'est quoi votre entreprise, et puis nous parler de subsidiarité. Donc le principe matinal, il est très simple. Moi, je veux qu'il soit interactif, et c'est le concept. C'est que je vais commencer la première question à Yann pour pouvoir amorcer les choses, et puis ensuite, je vous invite vraiment, vous qui êtes là et qui êtes présents et qui êtes avec nous, à pouvoir interagir avec nous au fil de l'échange, avec le chat, et je prendrai la balle au bon et je reposerai vos questions à Yann pour qu'il puisse y répondre. Donc n'hésitez pas, j'ai pas demandé à Yann de nous faire un cours magistral, c'est un échange de bonnes pratiques, c'est vraiment son expérience qui va parler, donc n'hésitez pas, si vous voulez en avoir la quintessence, à lui poser toutes les questions que vous aimeriez lui poser. Yann, qui êtes-vous? C'est quoi Innoval? Ben écoutez, moi je suis un ingénieur en agriculture qui a fait en son temps un 3e cycle à l'ESSEC après ses études d'ingénieur, qui ensuite a eu un parcours de 30 ans en industrie agroalimentaire avant de rejoindre donc dans des entreprises capitalistiques classiques, souvent familiales, mais pas que. Et puis depuis un peu plus de 10 ans, 11 ans maintenant, je suis directeur d'une coopérative agricole un peu particulière, puisqu'elle ne s'occupe absolument pas de collecte des produits des exploitations, mais uniquement de services en amont de l'élevage, c'est-à-dire tout ce qui est création de génétique bovine, reproduction dans les élevages avec des équipes importantes d'inséminateurs, et puis tout ce qui est conseil aux éleveurs en termes de performance et de sanitaire et santé des animaux. Innoval, c'est 2000 salariés sur un marché très difficile, le marché agricole d'une façon générale, puisque nous avons en France, on est en train de faire avec notre agriculture ce qu'on a fait avec notre industrie, c'est-à-dire qu'on décapitalise de façon très rapide. On a une perte d'activité du marché qui est de l'ordre de 4 à 6% par an suivant les segments d'activité. Et pour autant, on a fait une croissance de un peu plus de 100% sur les 10 dernières années. Donc, l'enjeu était de se poser la question comment est-ce qu'on résiste à un marché en forte décroissance et comment est-ce qu'on profite de ces situations de crise comme des leviers de développement. Voilà ce qui me caractérise. Mon boulot, j'ai commencé dans la fonction industrielle. Combien de personnes, Yann, pour situer en fait, combien de personnes 2000 salariés, d'accord. 2000 salariés et dans une coopérative qui est présente sur 29 départements en France. Alors, vous savez, une coopérative, c'est une entreprise à section territoriale, et donc plus elle couvre un terrain large, plus c'est complexe. Et là, c'est en même temps complexe. En fait, grosso modo, c'est 30 000 adhérents que nous avons. Coopérative de 30 000 adhérents, ça fait beaucoup de monde. Par contre, en termes de chiffre d'affaires, c'est relativement restreint, puisque nous ne vendons que du service, quasiment. Et donc, on fait 270 millions de chiffre d'affaires. Alors après, ce qui est intéressant et qu'on peut signaler quand même, parce que ça a un impact sur les décisions managériales que j'ai pu prendre depuis 10 ans, c'est que c'est une coopérative et que alors, parfois, quand on est dans une entreprise capitalistique classique, on dit « Oh, les coopératives, c'est des gros trucs un peu lourdeaux, où la prise de décision est lourde ». En réalité, non.
Donc, une coopérative, c'est exactement comme n'importe quelle entreprise. Si c'est bien géré, si c'est bien managé, ça prend des décisions très rapides, c'est agile et efficace. La réalité, par contre, c'est que dans une coopérative, le capital est détenu par les adhérents et que chaque adhérent, en réalité, détient une très petite partie de capital pour ce qui est de notre type de coopérative. Nos 30 000 adhérents détiennent chacun entre 35 et 100 euros de capital, ce qui fait qu'en réalité, ils attendent absolument pas que notre action vienne rentabiliser le capital investi ou leur serve des dividendes. Hein. Ce qu'ils attendent, et s'ils sont adhérents de cette coopérative, c'est qu'ils attendent uniquement le meilleur rapport qualité-prix sur les services et les produits qu'on leur distribue. Donc, ils attendent qu'on soit en permanence dans l'innovation en matière de génétique, en matière de services, et que cette innovation leur permette à eux d'être efficaces dans leurs exploitations, de gagner en qualité de vie, parce que l'élevage laitier, ça a quand même été un peu l'esclavage pendant des décennies, hein. Traire matin et soir, 7 jours par semaine, avec des semaines de 80 heures, je vous laisse imaginer. Voilà. Plus personne ne voudrait faire ça. Et ils attendent, oui, que en plus, les services qu'on leur apporte leur permettent d'avoir une meilleure reconnaissance sociétale, parce que ça aussi, c'est un véritable problème. Voilà, donc nous, on deal avec tout ça. Et puis, dernier point quand même qui est très caractéristique, c'est que nous générons des milliards de données tous les jours. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu appréhendé au niveau grand public. L'agriculture, c'est très sophistiqué. En réalité, c'est des milliards de données, des données liées à la génétique, à la reproduction, à la performance, à la qualité du lait, à la qualité de la viande, à l'environnement, à la température, à la qualité des sols, à la qualité de l'aliment, etc., etc. Nous avons, juste pour vous donner une idée, on fait 10 000 inséminations par jour. Chaque insémination, c'est des données d'un taureau avec une vache, de réussite, de non-réussite, de rang d'insémination, etc., etc., etc. Et donc, en réalité, nous avons depuis toujours ce qu'on appelle le big data, cette conscience du big data, et nous sommes très, 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 très engagés aussi dans tout ce qui est intelligence artificielle, révolution numérique des métiers de l'agriculture et autour de l'agriculture. Et pour ça, on a créé un pôle qu'on appelle Smart Décision, dans lequel, rien que sur les 3 dernières années, on a investi 40 millions d'euros. Juste, c'était pour insister sur cette dimension. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ça l'est clair, juste pour pouvoir comprendre de manière très concrète. Vous pouvez nous citer un service ou enfin, voilà, un exemple de service que vous délivrez à vos clients, en fait. Vous parlez de produits et de services. Je vais parler, par exemple, du contrôle de performance. On a des salariés qui vont le matin dans l'exploitation, qui participent à la traite, qui vont mesurer la quantité de lait produit par chaque vache sur une traite du matin et une traite du soir, qui vont faire un échantillonnage de ce lait. Et du coup, cet échantillon va être immédiatement envoyé à un laboratoire. Et dans les 2 jours qui suivent, le résultat d'analyse sera là pour savoir si éventuellement il y a des paramètres à corriger dans la conduite de l'élevage pour améliorer la qualité du lait. Et puis surtout, on a un conseiller qui viendra après en rendez-vous avec l'éleveur pour examiner beaucoup plus en détail le fonctionnement de son exploitation et revoir soit les conditions d'élevage, soit les conditions de logement des animaux, soit les rations pour pouvoir permettre d'optimiser la production à la fois en qualité et en quantité. Ça, c'est un premier type de prestation. Deuxième type de prestation, et sans doute le plus important chez nous, c'est la reproduction. Donc, on a une filiale avec une autre coopérative allemande qui s'appelle Synetics. On y produit de la génétique, c'est-à-dire des paillettes de sperme, hein, pour parler de façon tout à fait prosaïque. Et j'ai 650 techniciennes et techniciens qui, tous les jours, vont dans les exploitations faire entre 20 et 30 inséminations chacun, hein, avec ces paillettes. Donc, ils font l'insémination de façon pratique, d'accord ? L'acte.
L'acte Et puis, d'insémination. une fois que, donc, avant de faire l'insémination, il faut déjà aussi choisir quel serait le taureau qui soit le plus adapté à la vache qu'on va inséminer. Donc, on fait des plans d'accouplement. Ces plans d'accouplement se basent sur une analyse génomique de l'animal. Donc, on aura préalablement, au début de la vie de l'animal, prélevé un petit morceau de cartilage de son oreille pour connaître son génome. Et on fera le plan d'accouplement en fonction du génome du taureau et du génome de la vache pour obtenir un résultat qui soit, d'un point de vue génétique, améliorateur. On traite comme ça une 60aine de caractères qui vont des caractères de production, de qualité, à des caractères morphologiques, de bien-être animal, etc., etc. Et une fois qu'on a fait le plan d'accouplement, on fait l'insémination. Une fois qu'on a fait l'insémination, il faut vérifier si la vache est bien effectivement gestante. Et donc, on va faire des échographies et tout ce qui est lié à ces opérations de reproduction. Voilà. C'est ça. Et alors, le fait de le faire en coopérative, si vous voulez, c'est très intéressant parce que je vais vous donner un chiffre qui va vous surprendre, mais aller pour avoir ce qu'on appelle une vache pleine, échographiée, il faut aller au moins 3 fois chez l'éleveur. D'accord ? Il faut donc le temps de conduite, qui est un temps de salarié. Il faut la génétique. Il faut toute l'informatique qui est embarquée dans la voiture, le stock d'azote liquide avec les paillettes dedans. Il faut le temps de l'insémination, etc. Et ça 3 fois. Il faut l'échographe aussi. Ça coûte 87,50 €. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un seul artisan qui peut venir 3 fois chez vous, passer grosso modo un quart d'heure et amener le matériel pour 87,50 €. Donc ça, c'est l'optimisation qui est permise grâce au fait qu'on soit en coopérative avec de très nombreux adhérents, des tournées que l'on peut organiser, et puis surtout le fait qu'on ne nous attend pas sur la rentabilité strictement financière. Voilà. Court terme. Parfait. Merci d'avoir posé le cadre, Yann. Maintenant, qu'est-ce qui vous a décidé, si on rentre dans le sujet de la subsidiarité, en tant que dirigeant, à mettre en place, à miser sur la subsidiarité, en fait? Qu'est-ce qui vous avait amené à là, en fait? On va peut-être faire, justement, vous allez peut-être nous préciser, parce que des fois, on confond subsidiarité et délégation, en fait. Quelle différence vous faites-vous et qu'est-ce qui vous a motivé à le mettre en place, en fait? Comment c'est arrivé? Alors, moi, je crois que c'est pas tout d'un coup, Eureka, j'ai trouvé l'idée et je vais le faire. Non, c'est la progression de tout un processus professionnel au long de ma carrière. J'ai commencé comme jeune commercial et puis très vite, je me suis retrouvé, parce que ça m'intéressait plus, responsable d'usine, directeur industriel et avec des équipes qui étaient… à 24 ans, j'avais déjà près de 600 ouvriers, donc si vous voulez, vous êtes dans l'obligation à ce moment-là de vous retrouver avec voilà, une obligation de manager en fait. Et puis, vous avez ce qui vous conditionne, la façon dont vous avez été éduqué, la façon dont vous êtes élevé, ce en quoi vous croyez profondément, qui fait que vous avez une approche humaine. Manager, ça ne se fait pas sans approche humaine, sinon c'est plus du management, c'est de l'organisation, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est… et en tout cas, voilà, et donc moi j'avais un rapport aux gens que j'étais chargé d'organiser et de manager dans les usines, de chargé de recruter, etc., qui était profondément impacté par ce en quoi je crois, mes valeurs profondes, ce que j'ai reçu de mes parents. Mon père était officier de marine, sous-marinier, commandant de sous-marin nucléaire, la responsabilité, la confiance, et puis après ça, d'autres choses qui peuvent peut-être même être rapprochées d'un champ plus spirituel, mais enfin bon, on ne va pas faire de prosélytisme ici, ce n'est pas le sujet. Et puis après ça, j'ai intuité des choses. Par exemple, un jour, j'étais tout jeune directeur industriel, il faut organiser les congés dans une usine, je sors les plannings de congés et je me retrouve avec le bureau des pleurs, 15 jours d'emmerdement à tout recaler parce que rien ne collait. Et l'année suivante, j'ai réuni les ouvriers dans la salle de pause et je leur ai dit, maintenant, vous allez vous mettre d'accord, je vous donne une demi-heure
et vous revenez avec vos plannings de congé. Puis, en une demi-heure, le problème était résolu pour tout le monde et pour toute l'année. Voilà. Et si vous voulez, ça, c'est de la subsidiarité. C'est en fait ne pas retirer à ceux qui peuvent le mieux s'organiser le fait de s'organiser par eux-mêmes. Alors bien sûr, tout ça c'est dans un cadre, et la subsidiarité elle ne s'exerce que dans un cadre donné. On va revenir un peu plus loin. Mais voilà, donc ça, vous voyez, j'appelais pas ça ni de la délégation, ni de la subsidiarité, mais c'était plutôt intuitif. Alors, après, dans les années 90, on a créé les cercles de qualité. En agroalimentaire, on a copié un peu l'industrie automobile. On s'est dit, ouais, quand on a des problèmes, on va mettre en place des cercles de qualité. C'était très typique années 90. Puis après ça, on a commencé à parler des équipes autonomes. Okay, et j'ai eu la chance à l'époque d'être embauché par une personne qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Serge Pasquier. Je ne sais pas si vous voyez qui est Serge Pasquier, c'est avec ses frères le fondateur de la société des brioches Pasquier. Et je pense que tout le monde connaît le pitch, hein, la brioche de Potch. Et il se trouve que Serge Pasquier a racheté l'entreprise dans laquelle je travaillais et que lui avait était véritablement pionnier sur la mise en place d'un management participatif. Alors là aussi, je me réexpliquerai sur ce que c'est qu'un management participatif, parce que les gens confondent la participation telle que le proposait le général de Gaulle, la participation au résultat de l'entreprise, etc. Oui, c'est important, mais le management participatif, ça n'est pas ça, c'est la participation au dessein de l'entreprise. C'est-à-dire que les salariés doivent pouvoir participer à la réalisation de la stratégie. La stratégie est partant de la vision et allant et même de la raison d'être, et allant jusqu'aux actions tactiques qu'on va déployer dans un cadre budgétaire. Voilà. Et donc là, j'ai eu la chance, donc à ce moment-là, de rencontrer Serge Pasquier et de pouvoir commencer à mettre un peu plus de théorie sur ce qui était beaucoup de l'intuition. Et puis, je suis arrivé à l'époque chez Madrange. Madrange, c'est à Limoges, les jambons Madrange, toujours directeur industriel, dans une usine de 1200 personnes qui était un peu dur parce que, ayant été managé à la Schlag depuis des années, et avec très peu d'interaction entre les services support, les services opérationnels, enfin, tout ça ne fonctionnait pas. C'était vraiment le royaume des petits chefs. Et du coup, ça faisait énormément de pertes, ne serait-ce que des morceaux de viande qui tombent par terre et qui vont à la poubelle. Hein, voilà, sans compter, donc ça c'est plutôt ce qu'on appellerait le rendement, et on est en termes de productivité, c'était la même chose. Et puis surtout, finalement, en termes de bien-être dans l'entreprise. Et donc là, je venais de chez Pasquier, je me suis dit, je vais appliquer ça. Voilà. Et donc, on a mis en place très rapidement un système de management participatif dans l'usine de Fétia, chez Madrange, et ça a apporté des fruits exceptionnels. À tel point, je veux vous dire que je suis encore en relation d'amitié avec un leader CGT qui est plutôt rentre-dedans, je peux vous le dire. Le CGT a été créé à Limoges. Donc, attention à rester tout à fait dans la ligne du parti, entre guillemets. Et on est resté en relation d'amitié alors que j'ai quitté l'entreprise il y a 22 ans. Voilà. Et donc, ça m'a véritablement montré que Pasquier ne se trompait pas. On pourrait passer des heures à vous dire les bénéfices qu'on en a tirés, mais grosso modo, des bénéfices économiques immédiats et surtout des bénéfices sociaux. Et c'est là où on commence à se poser la question, finalement, j'avais une intuition, cette intuition est devenue une recette. Serge Pasquier m'a appris une recette, mais derrière cette recette, il doit y avoir des principes. Et donc là, en tant que dirigeant, et dans ce fameux parcours professionnel dont je vous parlais tout à l'heure, on commence à creuser un peu les principes. Il se trouve que j'ai changé de job plusieurs fois, et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une équipe de réflexion qui s'est intéressée en profondeur à ce que sont les principes de solidarité, de subsidiarité, et le tout orienté au bien commun. Voilà. Et là, j'ai dit, ah, ça y est, j'ai enfin compris que mes intuitions qui ont été organisées en recettes reposent sur une anthropologie. Voilà.
c'est-à-dire une façon de comprendre l'homme et de conduire la relation humaine, l'organisation, la relation hiérarchique, etc., mais dans une vision anthropologique très forte du travail et pas uniquement rentabiliste ou quoi que ce soit. Voilà. Et c'est là où on en arrive à la mise en place de la subsidiarité. Alors, le titre qui est proposé par Mme Montagnier aujourd'hui, c'est la subsidiarité, comment on la met en place, etc. Mais la subsidiarité toute seule, ça ne marche pas. Donc là, on n'a pas le temps de faire un cours complet sur la participation. En fait, on va s'arrêter à la subsidiarité, mais la subsidiarité sans solidarité, ça ne fonctionne pas. Et sans un objectif qui est celui du bien commun, ça n'a pas de sens. Donc déjà, avant de redéfinir ce qu'est la subsidiarité, je vais juste parler rapidement de la solidarité. La solidarité, c'est bien évidemment l'esprit d'équipe au sein d'une équipe. D'accord ? On se soutient, on s'épaule, et puis surtout, on fait et on réalise ensemble ce que l'on a décidé. D'accord ? Mais la solidarité, elle doit s'exprimer aussi entre les services supports, les services opérationnels, etc. Et elle doit surtout aussi s'exprimer entre les différentes strates hiérarchiques. C'est-à-dire que si un chef se considère chef parce qu'il est à un poste et non pas parce qu'il est dans la mission de venir en soutien des équipes qui lui sont confiées, ça n'est pas un chef. D'accord ? Et si les équipes ne reconnaissent pas ce chef comme quelqu'un qui est porteur de l'organisation et que donc ils doivent à un moment donné soutenir aussi ce chef dans la réalisation du projet de l'entreprise, ce n'est pas non plus des équipes solidaires. D'accord ? Donc la solidarité, entendue à la fois verticale et horizontale, c'est quelque chose de fondamental dans un système de management participatif. Et tout ça orienté au bien commun. Alors là aussi, le bien commun, c'est une notion qui est particulièrement détournée à l'heure actuelle, mal expliqué, etc. Le bien commun, les gens font la différence entre le bien commun et la propriété commune. Okay, les gens font la différence, font l'amalgame entre le bien commun et l'intérêt général. Non, le bien commun, c'est une définition extrêmement claire. C'est l'ensemble des facteurs qui vont conduire à l'épanouissement de l'individu, d'accord, dans la totalité de sa dignité humaine. Donc ça, c'est très important. Et donc, ça veut dire avec sa tête et avec son cœur. Okay, et je prends volontairement ces deux mots-là parce que je vais les développer un tout petit peu sur le thème de la subsidiarité. Mais ce n'est pas que l'individu, le bien commun. Le bien commun, c'est aussi l'épanouissement du collectif, de la collectivité. D'accord ? Et donc, en fait, quand on met en place un management participatif, on recherche un épanouissement à la fois de chaque personne qui constitue l'entreprise. Dans notre entreprise, qui est une COP, ça va évidemment aussi avec la recherche du bien commun de nos adhérents, puisqu'ils sont les propriétaires de l'entreprise. Et donc, c'est plus de 2000 personnes, c'est 32 000. Et ça va aussi avec le bien commun des dirigeants, évidemment, hein, et de la totalité donc, de l'entreprise et de l'épanouissement de l'entreprise sur son marché. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a réussi à doubler le chiffre d'affaires sur un marché qui fait moins 4%. Donc, on peut dire qu'il y a un certain épanouissement de notre entreprise. Voilà, donc maintenant, la subsidiarité, c'est quoi ? Alors, la subsidiarité, il y a des gens qui ont bien réfléchi à ça et qui disent, je vais me permettre de lire, on ne peut enlever au particulier, donc à l'individu, pour le transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative par leurs propres moyens. Ce serait commettre une injustice. Ce principe s'impose parce que toute personne, toute famille, tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté. Et ça veut dire que l'individu ou la cellule de base, puisque là on parle de la famille ou du corps intermédiaire, sont capables de créativité. C'est-à-dire qu'on leur reconnaît une dignité, une créativité, c'est la dignité humaine, justement. La conséquence caractéristique de la subsidiarité est la participation. Donc, je ne peux pas parler de subsidiarité sans parler de participation, qui est un devoir. C'est-à-dire que participer au projet de l'entreprise, ce n'est pas quelque chose que on parlera de la façon de le mettre en place. Ce n'est pas juste quelque chose que les dirigeants décident d'autoriser à leurs collaborateurs. En réalité, c'est un devoir de la part des collaborateurs. D'accord ? Que tous doivent consciemment exercer, hein, d'une manière responsable en vue du bien commun.
On nous parle beaucoup de QVT, on nous parle de bienveillance, on nous parle de tout un tas de choses. Et quand vous regardez LinkedIn, c'est parfois d'ailleurs tout à fait intéressant. Mais la réalité, c'est l'orientation au bien commun. D'accord ? Alors, quand on prend ça, on peut se dire, c'est bien gentil, beau principe, mais, mais dans le travail, vous êtes un peu idéaliste, là. Vous voulez vous occuper de la vie privée de vos salariés. Ne seriez pas un peu paternaliste par hasard? Bon, d'abord, moi, je ne suis pas un anti-paternaliste convaincu. Je pense qu'un peu de paternalisme, c'est pas forcément une tare. Mais par contre, je suis d'accord. Quand je réfléchis participation, je réfléchis dans le cadre de l'entreprise et je ne me charge pas de la vie privée des salariés. Par contre, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que leur vie privée sera d'autant plus riche et solide qu'ils seront en capacité de s'épanouir dans leur cadre professionnel. Et que s'ils s'épanouissent dans le cadre professionnel, ils seront capables de créer beaucoup plus de richesse pour l'entreprise. Voilà. Alors, là, je vois tout de suite les objections. Oui, mais un salarié à la chaîne qui va prendre le même poisson pané du matin au soir pour le mettre dans la même barquette, est-ce que celui-là peut s'épanouir? Eh bien oui. Eh bien oui. D'abord parce qu'il n'y a pas de métier idiot. Hein. Et ensuite parce que tout simplement, on peut avoir une approche de son travail qui est un travail très répétitif, dans lequel on va lui permettre d'exprimer son cœur et son cerveau. Hein. Ne serait-ce que sur son environnement de travail, sur la conception des machines qu'on va mettre en œuvre, des robots qu'on va mettre en œuvre, de la qualité des produits, etc., etc. Et que quand on s'adresse à sa dimension humaine, ben, on lui donne, y compris sur sa chaîne répétitive, une possibilité de s'épanouir différemment. Alors, dans le cadre du travail, la subsidiarité, elle invite à retrouver l'énergie et la responsabilité du pouvoir d'agir au bon niveau d'efficience. Le pouvoir d'agir, ça aussi, c'est un concept qui va avec la subsidiarité. C'est est-ce que l'ouvrier dont je viens de parler à la chaîne, il a le pouvoir d'agir? Est-ce que dans mon organisation, il a le pouvoir de dire, moi, les produits que je suis en train de mettre en barquette, je ne suis pas d'accord. On se moque du consommateur. Est-ce qu'il a le pouvoir de dire, là, vous avez fait des bandes de transporteuses, vous avez fait des cadres en inox dans lesquels je dois travailler, etc., mais ils ne sont pas adaptés. Est-ce qu'il a le pouvoir de dire, là, il y a un truc, il y a une perte d'électricité, ce qui fait qu'à chaque fois que je touche le carénage de la machine, je prends une cartouche, il faut que la maintenance vienne. Et éventuellement, s'il y a des budgets de maintenance à mettre en place pour revoir des choses, je suis capable, avec mon équipe de production, de décider qu'on va déclencher ce budget de maintenance. Et là, tout de suite, on voit, ah oui, le pouvoir d'agir, c'est effectivement, on peut le déléguer. On peut le déléguer, non. On peut le remettre en place partout dans l'entreprise, y compris au niveau des exécutants qui, vus d'une façon caricaturale, sont au niveau le plus bas de l'échelle. Voilà. Donc, la subsidiarité, c'est bel et bien la mise en place du pouvoir d'agir au plus près de l'action. D'accord? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Comment dire, c'est ne pas enlever aux particuliers pour les transférer à la communauté les attributions dont ils sont capables de s'attribuer tout seuls. On la confond souvent, cette subsidiarité, avec une simple délégation de responsabilité. Alors ça, c'était les fameux cercles de qualité des années 90, hein, où un directeur d'usine disait vous allez faire un groupe, là vous allez réfléchir, et puis je vous demande je vous délègue ma capacité à réfléchir à votre place. Ah, formidable. Bon, c'est pas mal la délégation. Franchement, c'est mieux que rien. Okay, mais ça reste de la délégation. Et donc, ça signifie que c'est très limité. Ça signifie que ce n'est pas le pouvoir d'agir large que je délègue, ce n'est pas le pouvoir d'agir évolutif que je délègue. Parce que plus on délègue du pouvoir d'agir, plus les gens qui sont capables d'agir, plus ils vont élargir leur capacité à agir. D'accord ? La délégation, ce n'est pas ça. La délégation, elle reste dans un cadre qui est figé. D'accord ? La subsidiarité, elle est l'exact opposé d'un ruissellement.
de la responsabilité vers les niveaux inférieurs de la hiérarchie. Elle est au contraire une organisation du travail qui accorde la totalité du pouvoir de décider à l'échelon le plus directement concerné par les conséquences de la décision prise. C'est un peu compliqué comme phrase. C'est Pierre-Yves Gomez qui a écrit ça dans un article du Monde, d'ailleurs en 2023. Pierre-Yves Gomez est un professeur de l'EMU, assez remarquable, et qui a beaucoup travaillé sur ces questions de participation et de subsidiarité, de solidarité, de bien commun. Et qui, je vous le relis, c'est une organisation du travail qui accorde la totalité du pouvoir de décider, le pouvoir d'agir, le pouvoir de décider, à l'échelon le plus directement concerné par les conséquences de la décision prise. Je suis salarié dans une agence inséminateur. Okay, je sais qu'il faut que je limite le temps de voiture, parce que le temps de voiture est un temps payé, donc c'est un temps qui coûte cher pour peu de rentabilité. Okay, je sais qu'en plus, ce temps de voiture, il consomme du pétrole. Je sais parce que dans son processus stratégique, dans le pilier de la maîtrise des coûts, la direction de ma BU me dit qu'il faut absolument qu'on maîtrise les coûts kilométriques. Okay, rapportés au service. Et donc, j'applaudis parce que c'est vachement bien. Tout ça, ça a été écrit, conceptualisé, ça m'a été expliqué, etc. etc. Et donc, les actions qui me sont proposées ont du sens. Déjà, c'est pas mal. Mais parce que ça relève d'une stratégie avec une raison d'être, des valeurs, vous mettiez ça dans votre ostéopathie tout à l'heure, une raison d'être, des valeurs, une vision pour l'entreprise à 10 ans, une stratégie à moyen terme, et puis des actions tactiques sur le court terme, 1 an, 2 ans, qui permettent de construire les budgets, mais surtout qui permettent de construire la participation. Donc ma fameuse économie ou optimisation kilométrique, je la mets dans ces actions tactiques, dans le pilier stratégique de la maîtrise des coûts. Et là, le salarié en question dit c'est vachement bien. On sait où on va. Mais bon, moi, au niveau de mon agence, on a déjà tout fait. Nos coûts, ils sont vachement optimisés. On fait nos tournées. Et ils ne vont pas nous apprendre à faire quand même. Et donc, vous avez fait une très belle stratégie que tout le monde comprend. Vous avez fait le boulot de la transmettre. Et vous avez un effet qui est très limité. Alors que si vous demandez aux salariés, qu'est-ce que vous me proposez dans l'action tactique, maîtriser les kilomètres, pour pouvoir avoir une réalisation au niveau de votre agence. Alors là, c'est complètement différent. Parce que vous leur posez la question de comment est-ce que vous allez contribuer et comment est-ce que vous allez participer. Et donc là, c'est ce fameux pouvoir de décider. Ils vont vous dire, nous, on pourrait supprimer la tournée de l'après-midi en été. On pourrait, et vous allez avoir comme ça plein d'idées. On pourrait utiliser le système d'optimisation des tournées informatiques que vous avez mis en place. On pourrait... et surtout, les propositions qu'on va vous faire seront très différentes dans la Creuse, où on fait 30 km pour aller faire une insémination, de l'Île-et-Vilaine, où on en fait 3. Voilà. Donc, vous allez non seulement, par la mise en place de ce pouvoir d'agir, vous allez non seulement réussir à faire en sorte que votre stratégie soit exécutée, donc qu'il y ait une participation de vos salariés à la réalisation de la stratégie, mais vous allez aussi pouvoir faire en sorte que cette stratégie, l'exécution stratégique soit parfaitement adaptée à chaque échelon du terrain, à chaque typicité de terrain, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est ce fameux pouvoir d'agir. Mais alors, plus vous allez proposer à vos collaborateurs de faire ça, plus ils vont vouloir en faire. Et ça, c'est la 5e fois que je le fais, je vois bien. Et donc, vous faites progresser vos collaborateurs, il faut les former. Mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, vous êtes prêt à changer l'organisation de votre entreprise parce que vos collaborateurs sont capables d'en faire plus. Voilà. Et donc, c'est là où la subsidiarité est complètement différente de la délégation de responsabilité. Voilà. Yann, merci pour cette explication et pour cette différenciation. C'était long comme réponse. Je reprends la balle au bon. Donner le pouvoir d'agir.
Alors moi, ça résonne tout particulièrement dans des sociétés où quelquefois on est vraiment plutôt dans le command and control aujourd'hui pyramidal que dans le donner le pouvoir d'agir. C'est quoi les conditions qu'il faut mettre en place? Parce que vous parliez tout à l'heure en disant on peut symétrer les attentions, c'est-à-dire qu'il faut donner des permissions. Mais vous avez dit, c'est pas dans la subsidiarité, il y a aussi que les gens doivent s'emparer de ce pouvoir-là, en fait. Hein. Vous pouvez donner la permission, mais il faut qu'il y ait les deux. C'est quoi les conditions pour donner le pouvoir d'agir? Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, s'ils doivent mettre en place la subsidiarité dans leur entreprise, c'est quoi le terreau qui est favorable et quelles sont les conditions qu'ils doivent donner pour que ça puisse se mettre en place? Parce que sinon, ça devient une injonction. Donner le pouvoir d'agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en quelque sorte? Comment on le fait concrètement? Alors moi, je pense que d'abord, la première condition, c'est que l'impulsion vienne de la tête de l'entreprise. Si l'impulsion n'appartient pas à la tête de l'entreprise, c'est-à-dire si elle n'est pas profondément portée par la tête de l'entreprise, ça peut marcher. Moi, je l'ai connu sur la partie industrielle, par exemple, de ma branche. Quand je l'ai mis en place, ça a marché, mais quand je suis parti, ça n'a pas tenu. Voilà. Chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, il faut que le projet soit véritablement porté par la tête de l'entreprise et vécu à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place un projet de management participatif, il ne faut pas le confier à des consultants. Excusez-moi, Muriel, de dire ça. Vous pouvez vous faire... L'équipe s'en empare. Ouais, non, mais vous pouvez vous faire accompagner par des consultants sur des sujets de conception, etc. Mais il faut vraiment que ce soit une appropriation interne. Comme je le dis, c'est avant tout une question de valeur. C'est avant tout une question d'anthropologie. Ensuite, eh bien, je crois que je vais juste vous parler rapidement de cette théorie du ballon que j'ai. Il faut être convaincu que dans une entreprise, allez, on va reprendre le système que les Romains mettaient déjà en place. On a des légionnaires, des décurions, des centurions. C'est grosso modo 10, un facteur 10 à chaque niveau hiérarchique, pour faire ça. Okay. Si vous avez une entreprise de 1100 personnes, 1110 pour être tout à fait juste, vous allez avoir une dizaine de personnes dans les organes de direction COMEX, vous allez avoir 100 personnes dans votre encadrement et vous allez en avoir 1000 dans les ouvriers et les employés qui font marcher l'entreprise au quotidien. Quand même. Maintenant, si vous considérez qu'un cerveau, ça pèse 1,5 kg, vous allez donc pouvoir considérer que vous avez 15 kg de matière grise au premier niveau de votre entreprise, la direction, celle qui roule dans des belles bagnoles, qui a des beaux bureaux et qui... mais ça, c'est pas péjoratif d'ailleurs, mais c'est la réalité qui a tiré son épingle du jeu, j'en fais partie, donc j'en suis très heureux. Mais en réalité, on n'a que collectivement 15 kg de matière grise à mettre au service de l'entreprise. Matière grise bien formée, dans des bonnes écoles, avec de l'expérience, etc. Mais que 15 kg. Nos encadrants, nos chefs de service, nos directeurs d'usine, etc., nos directeurs d'agence, ils en représentent 150 kilos, déjà 10 fois plus que nous. Et nos salariés de base, ils en représentent 1,5 tonne. Comment, d'un point de vue strictement rationnel, peut-on imaginer que 1,5 tonne de matière grise ne peut pas être infiniment plus créative que simplement 15 kilos? Et donc, pour pouvoir mettre en place la subsidiarité de l'entreprise, il faut être profondément habité par ça. C'est une forme d'humilité aussi. Vous voyez, ça s'appelle les leaders éclairés. Alors, moi, je déteste le terme leader, je vous l'avais dit. Hein, je ne dis pas ça méchamment. Le leadership, oui. Mais le leader, en fait, c'est avant tout le ministre. Le ministre, c'est celui qui est au service. D'accord ? Si vous n'avez pas cette humilité-là, c'est compliqué d'aller mettre en place un vrai système de management participatif qui apporte des fruits solides et durables. Voilà. Et puis ensuite, il faut le mettre en œuvre. Donc, il faut emmener une équipe. Donc, il faut réussir à former une équipe sur ces termes de subsidiarité, solidarité et de tout orienté au bien commun. Moi, j'ai commencé chez Innoval en 2021. Et la première année, j'avais réuni une vingtaine de cadres, allant des membres du COMEX jusqu'à des responsables d'agence, pour réfléchir d'un point de vue strictement philosophique exclusivement à ces mots-là. Je peux vous dire que les gens, ils étaient sur le cul. Mais attends, tu nous fais faire de la philo et on est en entreprise, nous, on doit aller chercher des résultats, on doit accomplir des actions, on doit... Non, les gars, on va prendre un peu de temps pour réfléchir à ça, et puis après,
Ah ouais, le bien commun, c'est pas mal. Ah, la subsidiarité, c'est pas mal. Et comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre dans l'entreprise? Et donc, construire les outils très simples qui vont permettre de recueillir l'engagement des équipes. C'est un plan d'action, c'est un plan d'action renouvelé, suivi, piloté, parce que tout ça, évidemment, se fait dans un cadre. Okay, donc, vous avez premièrement la nécessité d'avoir la tête de l'entreprise qui est habitée par cette vision-là. Vous avez la nécessité de former vos équipes intermédiaires à ces concepts, de concevoir un système, ce système étant destiné à faire en sorte que les uns et les autres participent à une stratégie, et donc, vous devez avoir un processus stratégique parfaitement construit, clair, défini, qui va de l'explication des valeurs de votre entreprise, de l'explication de sa raison d'être, de sa vision, jusqu'à la définition des actions tactiques pour chacune des BU et pourquoi pas dans chacune des BU pour chacun des services qui constituent cette BU. Voilà. Alors, je reprends le processus de transformation, en fait. Donc, ça part d'une prise de conscience, en fait. C'est ce que vous avez fait avec vos cadres supérieurs, entre guillemets, avec les membres du CODIR, en disant on a envie d'y aller. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience que ça pourrait être mieux et de ce que ça génère. Donc, quel gain j'en ai. Ensuite, la motivation d'y aller, quand ils vous ont dit c'est bon, on y va. Et après, il y a le comment, donc on le fait. Donc, quand on passe par ces étapes-là, c'est quoi les résistances qu'on peut avoir à ces deux niveaux, en fait? Parce qu'il ne suffit pas, alors à moins que vous avez peut-être été, c'était l'autorité du chef et ça a imposé, mais comment vous avez fait déjà pour travailler sur l'engagement de vos équipes, de votre garde rapprochée, entre guillemets, pour qu'ils aient envie d'y aller? Comment vous les avez embarqués? C'est assez intéressant, vous venez d'employer une petite expression, l'autorité du chef. L'autorité du chef est importante. D'accord. Et c'est pas parce que je souhaite que dans notre entreprise, on ait une participation très forte que l'entreprise fonctionne sans autorité, au contraire. Par contre, l'autoritarisme du chef, ça, c'est absolument à bannir. D'accord. Voilà. Alors, après, les principales résistances sont pas sur la compréhension, sont pas non plus sur l'adhésion des salariés. Elle est plutôt sur l'adhésion de tout le corps intermédiaire, l'encadrement, qui se dit, mais finalement, je vais me faire bouffer par mes collaborateurs auxquels on va donner de plus en plus de responsabilités. Vous voyez, sur une ligne de production de Serge Pasquier, à l'époque, hein, quand moi j'ai découvert ce système-là, les ouvriers faisaient jusqu'au contrôle de gestion de leur ligne. La surveillance du coût de production du pitch ou de la brioche tressée. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient été formés, ils avaient les moyens de vérifier, à partir de leur consommation, à partir de leur main-d'œuvre mobilisée, le coût réel du pitch qu'ils allaient livrer, et donc la rentabilité de leur production. Alors, vous imaginez, il y a des services de contrôle de gestion qui se sont sentis dépossédés, etc., etc., etc. Donc, en réalité, un des freins les plus importants, ou bien c'est le chef qui dit « mais moi, je ne vais plus pouvoir chefer comme je cheffais avant ». Hein, je vais avoir des gens qui vont être critiques par rapport à ce que je dirais, etc. Donc oui, ça peut entraîner des résistances. Puis dans un système un peu dictatorial, qui est quand même assez répandu en France, le chef, il veut décider que les autres exécutent. Et donc, ça part du haut de l'entreprise et ça va jusqu'en bas. Et donc, le corps intermédiaire de l'encadrement, il a tendance à vouloir lui aussi surexprimer son autorité, hein, pour garder son espace vital. Et là, on lui dit justement, tu vas faire l'inverse. Tu vas faire plus à tes collaborateurs. Donc, il se retrouve avec une histoire dans laquelle il aura été un peu écrasé, à une histoire où il va se retrouver un peu écrasé aussi par en dessous. Donc, il se dit, là, pour le coup, ça peut être très angoissant. Et donc, en fait, il faut vite expliquer que ce qu'on leur demande, c'est à eux aussi d'en faire plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi, et c'est pour ça que je dis que ça ne peut venir que de la direction. La stratégie, elle appartient à mon conseil d'administration et à moi-même. Je peux, et c'est comme ça que ça se faisait et que ça se fait souvent, je décide de la stratégie dans mon coin.
Éventuellement, je prends même des consultants externes pour venir m'aider à faire la stratégie de l'entreprise, parce que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Non, non. Quand vous mettez en place un système participatif, vous vous posez aussi la question de comment est-ce que je fais contribuer l'ensemble des collaborateurs d'entreprise et surtout, bien évidemment, les équipes d'encadrement à la conception de cette stratégie. Et donc, vous commencez à leur dire d'empiéter eux aussi sur votre propre terrain. Et là, vous débloquez cette réticence qui est la réticence majeure que j'ai toujours connue. Voilà. Et puis ben là, vous avez les syndicats qui rigolent en disant ah ben c'est bien parce que du coup, on a beaucoup moins besoin de vous, monsieur Lepointe, on va pouvoir réduire le nombre de personnes dans le COMEX et ça tombe bien parce que c'est là qui coûte cher. Et là, vous leur dites, ouais, c'est bien. Sauf qu'en réalité, une entreprise qui ne se projette pas, une entreprise qui ne va pas de l'avant, c'est une entreprise qui régresse. La stabilité en entreprise, c'est quand même très rare. Enfin, je crois que ça existe dans l'administration, dans les armées, mais pas dans les entreprises. Et donc, le dirigeant, il va pouvoir s'occuper non pas de régler les problèmes internes de l'entreprise, puisqu'il les aura confiés à d'autres qui auront le pouvoir d'agir. Il s'occupera et il contrôlera que ceux qui ont le pouvoir d'agir agissent. Hein. C'est pas le monde des bisounours, sa participation. Et par contre, il pourra s'occuper de voir quelle est la prochaine cible dont il fera l'acquisition, quel est le prochain partenariat qu'il mettra en place, quelle est la nouvelle production qu'il va essayer de rajouter à son catalogue, etc., etc. Est-ce que ça veut dire, si je regarde en termes de prise de décision, ça veut dire que chacun doit être en capacité de prendre sa décision au bon niveau, en fait, c'est ça quelque part, Yann oui, c'est exactement ça. Hein, mais ça veut dire aussi que vous devez accepter que, enfin, je ne sais pas si dans les gens qui nous écoutent, tout le monde est absolument extraordinaire au tel point qu'il ne fait jamais d'erreur. Hein, mais souvent, on a tendance à accepter les erreurs qu'on fait soi-même, mais pas forcément les erreurs que font nos collaborateurs. Alors, à partir du moment où on délègue le pouvoir d'agir, on délègue aussi le pouvoir de se tromper. D'accord ? Et donc, il faut le reconnaître. Et puis, il faut aussi accepter que le rythme qui est possible pour les uns ou les autres n'est pas forcément le rythme que l'on aurait soi-même, etc., etc. Mais alors, parfois, ça peut être un peu frustrant. Et je reconnais que la conduite à la schlag, sur le court terme, ça peut avoir une certaine efficacité, hein, par rapport à du participatif. Mais quand on regarde dans la durabilité et la solidité de l'organisation, on a quelque chose d'infiniment plus important avec la participation. Comment vous avez fait, Yann, pour lever ces freins si j'ai bien compris, alors, en faisant participer les collaborateurs, y compris le management, c'était une manière tactique de lever les freins d'embarquement sur l'exécution, en fait. Hein, c'était ça. Bah oui. Hein, ça a été ça. Oui, c'était la première pierre à l'édifice. Vous leur déléguez. À eux aussi le pouvoir d'agir sur cette organisation que vous mettez en place. Ensuite, quand vous parliez de formation, vous avez formé les collaborateurs à quoi, en fait parce qu'on ne forme pas à je prends le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fallait faire comme formation? C'est des formations plutôt techniques que vous avez fait pour qu'ils justement... Alors, nous, on a des formations, on est une entreprise qui forme beaucoup ses salariés, on a des formations techniques, mais on a aussi des formations managériales assez poussées pour tous les managers de l'entreprise. Et dans le cadre de cette formation managériale, on a rajouté des modules spécifiques sur le management participatif et on les forme à ce que c'est que la subsidiarité, la solidarité, et le tout orienté au bien commun. Et on prend le temps de leur expliquer. Vous voyez, par exemple, et du coup, on a mis en place des outils. On a mis en place un guide du manager chez nous qui est très, très, très travaillé et qui explique tout ça et qui donne aussi des moyens pédagogiques très forts pour pouvoir transmettre ce savoir-faire. Et on a surtout fait tout ça avec nos moyens et notre réflexion interne. Voilà. Et on demande aux dirigeants, donc y compris moi-même, de sponsoriser les équipes au fur et à mesure qu'on les met en place. Parce qu'on ne met pas toute l'entreprise en management participatif du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Donc, vous commencez par... nous, on va avoir une centaine d'équipes participatives, autonomes, à la fin du processus, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, mais on a commencé il y a 4 ans.
D'accord. Oui, Donc, il y a une adoption qui se fait de manière, qui sans se fait dans le temps, formation, en fait. Bien sûr. sans formation, ça ne marche pas. Et Mm. on demande justement aux dirigeants de l'entreprise d'être sponsors, parce que ça crée aussi du lien avec les collaborateurs, hein, d'être sponsors des équipes et de participer à ces premières phases de formation. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du kilo de matière grise. Vous voyez, comme ça parle. On peut parler aussi du kilo de cœur. Un cœur, ça fait 350 grammes. 350 grammes, ça fait 3,5 kg au niveau de la direction, 35 kg au niveau de l'encadrement, 350 au niveau de la, des équipes de production, en fait, hein, au sens large. Donc, même raisonnement que pour la quantité de matière grise, sauf que là, c'est le quotient émotionnel. C'est la capacité à interagir, c'est la capacité à aimer. Okay, moi, je n'ai pas peur de dire à mes collaborateurs, c'est votre capacité à aimer, parce que ce qui fait de vous une personne humaine, c'est votre capacité de réflexion et votre capacité à aimer. Voilà. Et donc, et là, je parle d'anthropologie. Voilà. Donc ça, oui, on l'a mis dans nos formations, on les met systématiquement et on fait en sorte que les plus hauts niveaux de l'entreprise s'impliquent dans cette formation. Donc tout le reste de la formation des managers, les formations techniques sont déléguées à l'extérieur, et pas cette partie-là. Et Yann, une autre question, c'est parce qu'on sait très bien que pour l'incarner, c'est dans les rituels, dans les pratiques managériales dont on parle en fait. Hein. Il ne suffit pas de les former, après il faut avoir la capacité de les mettre en œuvre. Si je viens chez vous demain et que j'assiste à une réunion de vos managers, comment je vais m'assurer, à quoi je vais voir, qu'est-ce qui va montrer, quels sont les comportements, ou qu'est-ce qui va me montrer que vous êtes en participatif? En quoi c'est différent d'une réunion normale? Venez voir. Vous nous invitez tous là, tous ceux qui assistent et participent. Déjà, vous verrez que nos valeurs sont adoptées. Vous verrez que les cadres connaissent parfaitement la stratégie, ont tous, dans le cadre de leur budget, fait des propositions pour que les actions tactiques de notre processus stratégique soient prises en compte dans le budget. Donc, dans toutes les réunions de pilotage ou de marketing ou de reporting, vous verrez que ça, c'est en place, pris en compte, etc. Et puis, après ça, vous verrez qu'il y a effectivement des rituels qui ont été mis en place. Donc, il y a une réunion d'équipe autonome mensuelle. Et cette réunion d'équipe mensuelle, elle va faire son travail habituel, mais elle va aussi avoir une part de son temps qui est liée à est-ce que nous réalisons le plan d'action sur lequel nous sommes engagés, puisqu'on leur demande de mettre en place un plan d'action. Et ça va même plus loin, puisque maintenant, on commence à leur demander de faire en sorte que ce plan d'action soit partagé avec le comité de territoire, c'est-à-dire avec l'instance territoriale de la coopérative, avec les agriculteurs élus par leurs pairs. Donc, ça va de plus en plus loin. Donc, vous verrez qu'ils sont chargés, ils suivent ce plan d'action, sa réalisation. Tous les 6 mois, ils reproposent un nouveau plan d'action. Donc, tout ça est dans un rituel que je ne peux pas trop détailler là maintenant. Et puis, deuxièmement, notre activité, elle est ISO 9001. Hein. On est d'ailleurs la seule entreprise de notre secteur à cette dimension à être ISO. Et l'ISO, si on est ISO, c'est parce qu'on recherche. Personne ne nous le demande. On n'a pas un client qui nous le demande. Mais par contre, l'ISO, c'est l'amélioration continue dans la quête de la satisfaction client. Et donc, le deuxième outil, en dehors du plan d'action proposé par l'équipe autonome, eh bien, c'est l'outil de suivi de la satisfaction client. On leur demande de plus en plus d'utiliser tous les signaux faibles. Je vous entendais parler de signaux faibles tout à l'heure. Toutes les observations faites sur le terrain. Un agent de pesée qui voit la voiture d'un concurrent dans la cour de l'exploitation, qui va quand même prévenir l'inséminateur, etc., etc. Tout ça, c'est dans un tableau de suivi client et qui vont suivre une fois par mois dans leur agence pour s'assurer qu'on est de plus en plus attentif à la satisfaction du client. C'est les 2 outils du management participatif qu'on a mis en place. Très bien. On avait mis un troisième qui était un tableau d'indicateurs, mais on a tellement de données qu'on a déjà des outils de reporting qui sont très, très satisfaisants et qu'on n'a pas eu besoin d'en faire des spécifiques pour le management participatif. D'accord. Donc, cette veille, en fait, qui contribue à la qualité, c'est ce que vous dites, cette écoute des signaux faibles, et puis, effectivement, les plans d'action que vous leur demandez de construire et qu'ils animent, en fait, en toute autonomie. Vous les avez appelées les équipes autonomes, en fait. Elles sont inter-services? Enfin, elles sont Alors, moi, autonome ou participative. Participative. Comme vous voulez. Mais est-ce qu'elles sont... Comment vous avez développé la transversalité au travers de ça? Est-ce que les équipes autonomes comment est-ce qu'on arrive à justement pas siloter,
qui dit autonomie, dit Oui, peut-être oui, 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 oui. comment vous faites en Bah, sorte parce que, qu'il n'y ait pas de silo, en fait, et que vous ne créez pas des justement, parce îlots que d'autonomie. toute notre stratégie est dans le désilotage. Ok. Hum, Et puis, moi, j'ai fini par créer aussi un poste. hum, J'ai créé un poste d'animation du management participatif. hum. C'est-à-dire qu'on a aussi, encore une fois, ce n'est pas le monde des bisounours. Tout cela ne se fait pas simplement sur une vision idéaliste d'un directeur d'entreprise qui prendrait ses désirs pour des réalités. Tout ça se fait dans un processus qui est d'ailleurs certifié et qui part de la réalisation d'un processus stratégique qui met en place les moyens d'engagement des salariés, donc de participation par rapport à ce processus, et qui ensuite engage aussi le contrôle. Parce que, évidemment, vous pouvez très bien avoir une équipe. Et vous avez aussi quelque chose de tout à fait évident qui va se passer, c'est que quand vous demandez les premiers plans d'action, les idées, elles fusent. Mais au bout de 2, 3, 4 plans d'action, les gens, ils ont un peu fait le tour de la question, donc ça peut très bien s'affaiblir. Et c'est là où il faut trouver le rebond. C'est là où il faut leur dire non, non, mais attendez, là, vous avez fait que le basique. Maintenant, vous allez pouvoir en faire plus. Vous allez pouvoir prendre un peu plus de responsabilités. On va pouvoir maintenant vous établir un compte de résultats par agence. Et puis, dans le compte de résultats, vous allez pouvoir maintenant travailler sur les éléments du haut du compte de résultats et les éléments du bas du compte de résultats, vos coûts et votre chiffre d'affaires. Hein, etc., etc. Et vous voyez que des gens qui étaient uniquement là pour aller pousser des paillettes dans le cul des vaches commencent aussi à s'attacher à la performance de l'entreprise, y compris à sa performance économique. Voilà. Et ça, c'est. Mais ça demande d'avoir une vision un peu de long terme. J'ai une question, parce qu'effectivement, il y en avait deux, mais pensez-vous que cette démarche managériale peut s'appliquer, et merci Séverine, aux grands groupes, une taille d'entreprise maximum, point d'interrogation. Est-ce que ça peut s'appliquer en dehors de. Voilà, est-ce que ça peut s'appliquer à plus grande échelle ou pas? Mais oui, c'est l'évidence. Je pense que, je ne sais pas comment ça travaille chez Michelin, mais enfin, moi, j'ai en tête que l'entreprise Michelin, c'est une entreprise qui a toujours eu cette approche humaine dans son management. Elle ne l'a sans doute pas formulée exactement de la même façon, mais c'est très fort dans certaines entreprises, dans certains grands groupes, etc. Et ça ne veut pas d'ailleurs dire que tout se passe très bien dans tous ces groupes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des usines à fermer de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des restructurations à faire. Ça ne veut pas dire. La vie de l'entreprise, c'est quand même, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Faut pas raconter d'histoire. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça ne peut fonctionner dans un grand groupe, encore une fois, que si ça vient de la tête du grand groupe. Parce que vous pourrez le faire dans une BU, vous pourrez le faire dans une filiale, vous pourrez le faire mais à un moment donné, le groupe risque d'intervenir et de vous dire mais nous on n'est pas d'accord avec ce que tu fais, ou alors vous allez vous en aller et le groupe dira mais le dirigeant qu'on va mettre à ta place, c'est un petit chef et c'est pas un dirigeant participatif. Et tout tombera. Voilà. Mais oui, bien sûr. Merci Yann, je vois l'heure qui tourne et on pourrait vous écouter encore plein de temps avec plein de questions qui me viennent à l'esprit. Mais on va devoir boucler cette matinale. Donc, je vous remercie énormément Yann pour avoir été extrêmement pédagogique sur le pourquoi vous l'avez fait, le quoi et le comment vous l'avez fait. Et puis avec des mots simples. Donc, et puis vraiment, et on sent que vous le vivez, que vous l'avez mis en œuvre et que c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui est guidé par la, j'allais dire, une croyance et une foi forte en ce que vous faites. En fait, je pense que c'est ce que vous dites quand vous dites il faut qu'il y ait il faut y croire, sinon ça se délète et ça ne tient pas en fait. Donc c'est mettre la première étincelle en fait, c'est ça qui est important. Et puis, écoutez, je remercie à tous ceux qui ont participé à cette matinale aussi. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous allez pouvoir faire bouger les lignes aussi dans votre entreprise dans ce sens-là, ou peut-être se dire que vous avez les marges de manœuvre de le faire ou pas. En tout cas, ça montre que c'est quand les entreprises sont prêtes à le faire et qu'on le fait, ça donne des résultats et que c'est pas antinomique avec la performance parce que effectivement, il y a eu vraiment beaucoup de choses. On parlait beaucoup de passer un temps d'entreprise libérée. Et je reviens à la question que nous a posée en disant, OK, mais c'est un truc, ça c'est pour les autres. Nous, on n'est pas là-dessus parce que, etc. Mais là, on n'est pas dans ce schéma-là. On est vraiment dans, c'est comment les gens sont plus contributifs à la performance de l'entreprise. En fait, il y a la vision et la stratégie. Si j'ai bien compris, il ne faut pas l'opposer. C'est au contraire, c'est très contributif à ce que l'entreprise soit plus performante. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris.
Merci beaucoup. Je vous remercie à tous pour ce partage. Merci Yann. Passez une bonne journée, un excellent week-end et puis rendez-vous le mois prochain.